dirais que c'est une vaine polémique. Une personne sachante comme elle est avertie, et en la personne du président de l'Assemblée nationale, si c'est pour un plan oudié et savamment orchestré, il devait se donner la réserve de faire cette déclaration-là. Et s'il a communiqué et il a été incompris ou cela a suscité des controverses, des polémiques, on s'est loisir. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un climat où, quelle que soit la communication, c'est toujours teinté de polémique. Où on vous reprocherait pourquoi vous n'avez pas déroulé la communication suivant cette ligne-là, pourquoi l'analyse n'a pas été dans tel angle. Je pense que si nous nous référons à la Constitution du 11 décembre 90 et modifiée en 2019, je pense que le pouvoir de révision, l'Assemblée nationale n'est que déléguée, l'Assemblée nationale de droit a le pouvoir délégataire et la souveraineté revient au peuple. Voilà pourquoi la Constitution elle-même a prévu son mot de révision. Et quand on parle de révision, cela ne doit pas faire peur. C'est vrai que souvent, comme il y a deux camps qui clivent en matière politique, la mouvance et l'opposition, à moins d'un kata, l'opposition s'enflamme, l'opposition a de sitôt alerté que vraiment c'est toujours à des visées de maintien, de se maintenir au pouvoir, c'est à des visées politiques pour s'éterniser au pouvoir. Nous avons vu tout ça. Au temps de Kérékou, les velléités révisionnistes étaient aussi à l'aune. Mais le président Kérékou n'a pas révisé la Constitution. Au temps du président Boni Yaye, on a dit stop, hâte au troisième mandat et les velléités de révision du troisième mandat de la Constitution. Quand les révisions, ça apparaît au dernier mandat, on pense que c'est pour empiler, pour revenir, pour s'éterniser. L'évolution, la mondialisation, la globalisation donnent des implications, des obligations. Mais il y a aussi beaucoup de textes que nous pouvons voter en tant que loi organique. Quand je me réfère peut-être à la peine de mort, le Code de procédure pénale révisé a déjà pris ces dispositions-là en compte. Et on n'est pas obligé de l'inclure à nouveau dans la Constitution. Il y a beaucoup de lois organiques qu'on peut voter pour toujours accompagner l'œuvre de la mondialisation et pour être toujours en communion et en symbiose avec le Conseil des Nations. Maintenant, quand on pense pour mettre ces lois et tests-là dans la Constitution, vous savez, c'est pour toujours disposer de maintenant et de futur, parce que si on vote des lois organiques et que demain, les gens se trouvent dans une obligation de ne pas les exécuter, à quel juge allons-nous référer en ce moment-là? Voilà qu'en matière constitutionnelle, nous avons le juge constitutionnel et en l'occurrence la Cour constitutionnelle qui statue en dernier ressort en matière constitutionnelle. Donc qu'est-ce que nous voulons? Toutes ces dispositions-là, c'est pour essayer de faire rayer la calmie. Et je pense que aujourd'hui, c'est l'élan de développement qui doit nous préoccuper, le social hautement voulu qui doit nous préoccuper. Les chantiers qui sont ouverts doivent être achevés. L'éducation doit aller à son pôle d'excellence. La santé, les infrastructures, la sécurité des personnes et des biens, et les relations bilatérales et multilatérales avec les pays, la diplomatie en général. Je pense que c'est les choses qui doivent nous préoccuper aujourd'hui. Mais des vaines polémiques, il faut que nous ne nous y attardions plus. Le programme PAEG nous permet de réduire la vulnérabilité socio-économique des femmes dans nos localités. À travers ce programme, nous arrivons à prendre en charge les femmes victimes de violences de façon holistique. Notre soutien à votre ministère relève de la volonté d'accompagner l'État béninois dans sa marche vers un développement durable et équitable. Je voudrais d'abord vous remercier et dire combien le ministère des Affaires sociales est conscient de la problématique du genre. Si nous continuons pas à mettre en œuvre des actions de renforcement institutionnel, c'est pour que les violences cessent dans notre pays ou qu'elles se réduisent au maximum pour ne pas constituer un frein au développement de notre nation. Les femmes représentent
à peu près 52% de la population. Il faut les laisser libres, il faut les laisser épanouis. C'est un programme d'horizon de 12 ans qui est à sa première phase de 4 ans, qui a commencé en 2022. Donc la première phase va prendre fin en 2026. Son objectif, c'est de réduire les inégalités de genre au sein de la population béninoise et de réduire ainsi les vulnérabilités socio-économiques des femmes. C'est la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion du leadership politique féminin. Nous venons en appui aux ressources déjà mises à disposition par l'État pour augmenter le nombre de personnes prises en charge et aussi assurer une meilleure qualité de l'assistance. Un autre résultat phare aussi en termes de leadership politique féminin, c'est que nous avons recruté 500 jeunes femmes que nous sommes en train de former sur les questions de leadership. Nous avons conçu un référentiel de formation typique au leadership politique avec des versants féminins et nous avons démarré la formation de cette cohorte de jeunes femmes. Imaginez en 2026 le nombre de candidatures qu'il nous faudra aux élections. Donc nous préparons vraiment une pépinière de femmes qui soient capables de prendre position pour les élections prochaines et aussi pour prendre position dans nos administrations. Parce que lorsque vous êtes formé en matière de leadership politique, vous avez des aptitudes pour diriger, vous avez des aptitudes pour organiser un service et j'en passe. La poursuite de la guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires et en réaction, le gouvernement béninois a pris des mesures pour contrôler les prix du carburant, de l'électricité, de la farine de blé, du pain et autres produits et également augmenter le SMIC et aussi améliorer la situation salariale des travailleurs afin de préserver le pouvoir d'achat de nos populations. Dans son programme d'action du gouvernement 2021-2026, le gouvernement offre 52% des réalisations des projets au secteur privé. Chers dirigeants d'entreprise, nous devons nous imprégner davantage des projets du PAG afin de s'organiser pour être partie prenante des différentes opportunités offertes. Conformément à notre vision de bâtir un secteur privé fort, œuvrant à la prospérité de ses membres, le CNP a intensifié ses actions de plaidoyer et de soutien aux entreprises. Notre objectif est d'aider nos membres à développer leur business. Ainsi, nos actions se focaliseront à la fois sur des visites, des rencontres avec les autorités politiques pour porter le plaidoyer de l'amélioration de l'environnement des affaires et du soutien aux entreprises, mais aussi nous devons œuvrer pour le renforcement du cadre de concertation permanent d'échange secteur privé et État. Tout au long de cette année 2024, nous nous attacherons à poursuivre le plaidoyer afin d'œuvrer à créer les conditions pour un secteur privé plus compétitif, capable de conquérir de nouveaux marchés au plan national et international, dans un monde aujourd'hui en pleine mutation. Ainsi, nous pourrons offrir des produits et services de qualité pour tirer profit des opportunités de la zone de libre-échange continentale qui se met progressivement en place et l'émergence des champions nationaux que nous appelons de tous nos vœux. Chers dirigeants d'entreprises du secteur privé, les chantiers pour le développement de nos entreprises sont nombreux. Leur réussite dépendra de chacun de nous. Ainsi, en renforçant la solidarité entre nous, en développant les complémentarités et surtout en participant plus activement à la vie de nos organisations, nous donnerons à notre secteur privé les moyens et les outils nécessaires pour faire aboutir nos différents projets. Je voudrais adresser mes sincères remerciements et souhaiter à chacun, à chacune d'entre vous, ainsi qu'à vos familles respectives, une excellente année 2024.
Le pape François était toujours depuis son pontificat un pape soucieux de la périphérie, des peu pauvres, des exclus, des rejetés et donc des pécheurs. Il est très sensible à notre pauvreté au niveau. Donc le pape, soucieux de ça, a voulu une pastorale d'accompagnement des personnes de même sexe qui décident de vivre ensemble. Ce n'est pas un mariage, mais il estime qu'il faut la bénédiction, c'est-à-dire une bénédiction qu'il appelle pastorale, dissociée de la bénédiction liturgique qui fait un sacrement de mariage. Donc la bénédiction pastorale, la pastorale, c'est ce qui permet de parler de Dieu et d'accompagner le pécheur pour qu'il puisse retrouver la conversion. Donc le pape, c'est le souci de ne pas laisser ces homosexuels de côté, mais d'aller à leur rencontre, de leur manifester l'amour de Dieu et de les accompagner pour qu'ils puissent devenir, si vous voulez, véritablement chrétiens par la conversion. Cependant, vous comprenez que quand le pape dit des choses pareilles, ça peut choquer des gens, ça peut susciter l'incompréhension, surtout de ceux et celles qui ne vivent pas cette réalité. Donc, étant donné que beaucoup ne vivaient pas cette réalité, surtout en Afrique, ils ont trouvé que bénir, ça pouvait semer des confusions au niveau des homosexuels et les conforter dans leur position de rester contre nature. Alors, le cardinal chargé de la foi, de la doctrine de la foi, a expliqué que la démarche du pape n'était pas celle de bénir pour en faire des couples, donc pour le mariage, mais plutôt une bénédiction de conversion. Comme autrefois, le baptême que Jean-Baptiste donnait était un baptême de conversion. Moi, je pense que la vérité n'est jamais dans la brutalité. Quand tu veux dire la vérité, tu es porteur d'une vérité. Ça se fait toujours dans l'amour, dans la fraternité, dans la communion. Et le Saint-Père est le vicaire du Christ. Et donc, on lui doit obéissance, respect. Et je pense que, certaines personnes, vous savez, la colère déséquilibre le corps et l'esprit. C'est pour cette raison que la colère est placée parmi les péchés capitaux. Donc, être en colère, ça peut être désorganisé. On peut être désorganisé en restant en colère. Il y en a qui étaient irrités, donc ils ont manifesté leur colère. J'espère que rentrer en eux-mêmes, ils vont se rendre compte que ça n'a pas besoin de tel tapage avant de se faire entendre, si tant est qu'on est porteur d'une vérité. La simplicité, la douceur est la voie royale de relations interpersonnelles et de relations avec sa sainteté, le pape François, qui est un pape extraordinaire, qui aime son peuple et qui veut que tout le peuple de Dieu, tout le peuple que le Seigneur lui a confié, aussi bien les bien portants que les malades, soient tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et ça encourage. C'est ce que tout pasteur doit faire. Comme le Seigneur qui sait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Mais en levant le soleil sur les méchants, c'est pour qu'ils puissent avoir la lumière et non demeurer dans les ténèbres. Alors nous souhaitons que tous nous soyons porteurs de lumière du Christ et que notre vie soit constamment une vie de conversion, une vie de renouvellement, une vie de sainteté. Ils étaient des milliers de Congolais à braver la chaleur torride de Kinshasa pour assister à l'investiture du président Félix Tshisekedi, fraîchement réélu pour son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Devant plusieurs chefs d'État africains et la jeunesse congolaise, dans ce stade des martyrs, le président Tshisekedi a promis unité, prospérité et le peuple a pris note.
Je demande à Dieu de toucher le cœur du président afin qu'il respecte ce qu'il vient de nous dire. Il a dit qu'il corrigerait les erreurs qu'il a commises lors de son premier mandat. Le président de la RDC est arrivé au pouvoir après une élection fortement contestée. Il a été déclaré vainqueur avec 73% des voix, mais 9 candidats de l'opposition ont rejeté ces résultats. Il dénonce une fraude électorale généralisée. On peut contester dans la rue. Voilà. On peut bien vous aller. Et j'ai dit on peut. C'est un moyen ouvert. Voilà. Donc c'est une possibilité. Et je voudrais dire au président qui vient d'être proclamé, qu'il se souvienne qu'il était dans la rue pour réclamer la même chose que nous autres. Et beaucoup d'autres candidats pourraient réclamer dans la rue. Des manifestations de l'opposition réprimées par les forces de l'ordre à la proclamation des résultats par la commission électorale. Également des troubles dans l'est du pays le jour même de l'investiture. Tout cela accentue le climat politique improbable de RDC en attendant les solutions du président. La cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi marque le début de son deuxième quinquennat. Une nation fracturée, une économie en difficulté et une insécurité croissante à l'Est. Il a promis résoudre tous ces problèmes. Chris Sochamringa, Africa News, Kinshasa. L'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a tenu une conférence de presse au sujet des inondations qui ont touché la République du Congo-Brazzaville, dressant un bilan alarmant sur 6 décennies qui témoigne d'intempéries records. Les pluies extrêmes qui s'abattent sur le pays depuis octobre dernier ont fait déborder les berges de l'Ubangi, un affluent du fleuve Congo. Le pays avait déclaré l'état d'urgence pour inondation. A déclaré qu'il s'agissait de l'événement le plus exceptionnel depuis les inondations catastrophiques de décembre 1961. En décembre 2023, le débit mesuré était de 74 300 mètres cubes par seconde. Et le 9 janvier, il a atteint 75 000 mètres cubes par seconde. Selon Jens Larke, porte-parole du Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, il y aurait actuellement 1,8 million de sinistrés au Congo. 350 000 d'entre eux nécessitent une aide humanitaire dont l'acheminement reste problématique. L'accès est difficile en raison des inondations et de nombreux villages ne peuvent être atteints que par bateau ou par canoë. Les agences des Nations Unies ont élaboré un plan de réponse en collaboration avec le gouvernement, doté d'un budget d'environ 26 millions de dollars. Les secteurs prioritaires concernent les abris, la sécurité alimentaire, la santé, l'eau potable et les installations sanitaires. Mais il ne s'agit là que de mesures immédiates. Selon nos premières estimations, 2300 hectares de terres cultivées ont été inondés, ce qui suscite des inquiétudes en matière d'autosuffisance alimentaire. Par exemple, les arbres fruitiers et le matériel de pêche ont été détruits et le bétail a péri. Une allocation de 3,6 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence a d'ores et déjà été allouée pour répondre aux besoins les plus urgents de 270 000 personnes. Un financement international plus important sera nécessaire selon Jens Larke. Les dirigeants africains ont critiqué vendredi Israël pour son offensive militaire sur la bande de Gaza et ont appelé à un cessez-le-feu lors du sommet du mouvement des non-alignés qui se tient en Ouganda. Comme en 2019 en Azerbaïdjan, la question palestinienne était au cœur des discussions lors de ce 19e sommet des non-alignés à Kampala. Je dois vous dire que je suis profondément préoccupé et même consterné par la situation catastrophique qui règne à Gaza. Je demande donc à ce mouvement d'exercer son influence pour mettre un terme au carnage dont nous sommes tous les témoins désemparés. Cette situation nous oblige à poser la question suivante. Combien de victimes faudra-t-il encore ? Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, a exhorté les dirigeants du monde à faire respecter le droit humanitaire international et garantir les libertés et les droits fondamentaux de tous les peuples.
Nous, les résistants de l'Ouganda, sommes sidérés et regardons avec mépris la superficialité philosophique, idéologique et stratégique de certains acteurs dans le monde. Pourquoi ne pas respecter la liberté de chacun si l'on prétend être un démocrate? Comment pouvez-vous dire que vous êtes un démocrate tout en souhaitant que d'autres personnes soient réduites à l'esclavage? Créé en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés est le deuxième plus grand groupe de pays après les Nations Unies. Présidé actuellement par l'Ouganda, il compte 120 représentants qui ont débattu durant 5 jours de l'insécurité alimentaire, du changement climatique et de questions économiques. Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont célébré Timket samedi dans la capitale Addis Abeba. Il s'agit du plus grand festival de l'année, 2 semaines seulement après le Noël éthiopien. Durant 3 jours, le public pourra admirer un festival de processions spectaculaires et colorées pour commémorer le baptême du Christ dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour notre salut. Il a été immergé dans l'eau pour devenir notre guide. Nous sommes donc réunis pour partager la bénédiction de son baptême. La célébration débute par plusieurs rituels effectués au lever du soleil. Les prêtres ont ensuite aspergé l'assemblée d'eau bénite, avant de se rassembler pour chanter des chants spirituels et psalmodiés. Vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, les fidèles rivalisent d'élégance. Je souhaite à tous les Éthiopiens une bonne fête de Timket et que cette fête soit porteuse de paix, d'amour et de bonheur. Je souhaite dire bonne fête à l'Éthiopie et à l'église orthodoxe Tewhado. La fête de l'Épiphanie en Éthiopie est célébrée le 19 janvier de chaque année. Timket était autrefois très célèbre à Gondar, mais en raison du conflit entre les forces gouvernementales et les rebelles dans la région, les fidèles préfèrent désormais célébrer cette fête à Addis Abeba. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche au Caire son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur rencontre, el-Sisi a rejeté l'accord signé au début du mois entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Il s'est dit prêt à intervenir s'il le fallait pour défendre la souveraineté du territoire somalien. La Somalie est un État arabe, membre de la Ligue arabe, qui a le droit, en vertu de la charte de la Ligue des États arabes, de se défendre conjointement contre toute menace. Ces propos ne visent pas à menacer qui que ce soit, mais à faire comprendre à chacun que nous ne permettrons à personne de menacer la Somalie ou de s'en approcher. Addis Abeba avait signé le 1er janvier un protocole d'accord avec le Somaliland prévoyant l'allocation pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte sur le golfe d'Aden. La mer Rouge est un enjeu fondamental pour le commerce et la sécurité au niveau mondial, ainsi que pour les opportunités présentes et futures de toutes les nations, en particulier celles qui sont situées en bordure de la mer Rouge et du golfe arabo-persique. La Somalie a le privilège d'avoir ce grand intérêt géopolitique et ne permettra pas que la moindre parcelle de ce territoire soit saisie par un autre État sans le consentement de l'État souverain somalien. Les autorités somalilandaises ont affirmé qu'en échange de cet accès à la mer, l'Éthiopie serait le premier pays à le reconnaître officiellement. La Somalie a promis de combattre par tous les moyens légaux ce texte, considéré comme une agression éthiopienne. Le vice-premier ministre chinois Liu Guozhong s'est exprimé lors du sommet G77 plus Chine qui se tient dans la capitale ougandaise Kampala. Dans son discours, il a félicité le rôle important que représente le mouvement des non-alignés pour promouvoir la paix mondiale et le progrès humain. Les changements mondiaux de ce siècle se sont accélérés. L'essor collectif des pays du Sud est un processus que rien ne peut arrêter. En même temps, l'influence de l'ancien ordre économique et politique international, injuste et déraisonnable, persiste. Et les entraves à la paix et au développement dans le monde n'ont pas été fondamentalement éliminées.
Liu Guozhong a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec les pays du Sud pour dynamiser leur croissance économique. La Chine souhaite notamment faire progresser la coopération autour de son projet phare, l'initiative de la ceinture et la route. Nous devons nous unir pour être plus forts, encourager la synergie des stratégies de développement, continuer à stimuler les potentiels de coopération et améliorer la compétitivité globale des pays du Sud. La Chine est prête à se concentrer sur la coopération pratique et le renforcement des capacités et à coopérer avec les pays du Sud dans un cadre plus large et dans davantage de domaines afin de mettre à profit les potentialités de croissance, de résoudre les problèmes de développement et d'améliorer le bien-être de la population. L'organisation du groupe des 77 rassemble 134 pays dont la République populaire de Chine. Le groupe a été conçu pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et ainsi leur conférer une capacité de négociation accrue au sein du système des Nations Unies.